Bonjour à tous, chers amis, bienvenue pour ce nouvel épisode du régime des actifs de la saison 6. Alors je pense que ça sera le deuxième épisode. Je suis en compagnie de mon ami et associé Robert. Robert, comment vas-tu ? Alors écoute, je vais très bien, et puisque cet épisode sera peut-être plus court, on pourra en faire le premier ou le deuxième épisode en fonction du temps qu'on a à déployer pour le montage. Pour le montage, certes. Oui, effectivement, on vous propose un format un peu plus court. Pourquoi ? Parce que ça nous fait plaisir. On a tendance à faire des rubriques du doigt mouillé, avec des portefeuilles thématiques où on vous présente un secteur et au sein de ce secteur des entreprises qui se collent au thème. Et là, en fait, j'ai juste envie de vous parler d'une entreprise en particulier. Donc une discussion avec Robert. Parce que j'ai découvert ça ce week-end. Et tu me diras si tu connaissais Robert, et moi je connaissais pas. Et vraiment, je trouvais ça fascinant. Fascinant de voir que des trucs où on peut penser anodins peuvent créer des fortunes. Et ça a été le cas avec cette entreprise que vous connaissez peut-être qui s'appelle PopMart, qui est une entreprise chinoise et qui a rendu son fondateur plurimilliardaire en le propulsant, je crois, il est 12e richesse chinoise avec un patrimoine estimé à 21 milliards de dollars, ce qui est colossal. Et donc voilà, un phénomène de fascination économique. Est-ce que toi, tu connaissais ce phénomène, mon cher Robert ? Alors avant que tu m'en parles, pas du tout, hein. C'est vraiment grâce à toi que j'ai découvert cette histoire de PopMart et de leur vedette dont tu vas nous souffler le nom, qui est un nom particulièrement marrant. Oui, parce que peut-être que vous ne connaissiez pas PopMart, mais vous connaissez certainement les Labubu. Les Labubu, ce sont des sortes de petits monstres en forme de lapin. Je sais pas trop si c'est un lapin ou un bonhomme qui s'est déguisé en lapin. Attends, je croyais que c'était des vêtements africains, le boubou. de sapologue. Du coup, un Labubu, c'est un jouet en fait. C'est un jouet en plastique fabriqué en Chine et que les gens se sont arrachés. En fait, on a vu des queues qui se formaient devant les boutiques, des bastons devant les magasins pour savoir qui aura le dernier Labubu. Et c'est ce qui a propulsé en fait le succès de PopMart. Donc PopMart, c'est une société qui a été créée en 2010 et qui donc se spécialise dans la vente de jouets principalement, qui aujourd'hui est cotée à la bourse de Hong Kong, mais qui est enregistrée en revanche aux îles Caïmans. Alors je trouvais ça intéressant. Les Chinois n'ont aucun scrupule en matière d'optimisation fiscale. Et donc voilà, ils vendent des jouets et ce qui les distingue en fait de la concurrence, c'est d'abord un portefeuille assez large de propriétés intellectuelles parce qu'ils vont avoir plusieurs collections avec différents succès en fonction de la collection. Et un autre élément différenciateur, ça sera le recours à des blind box. Est-ce que tu sais ce qu'est qu'une blind box, Robert ? Alors, je sais, mais je sais pas si je dois faire comme si je savais ce que c'était. Oui, non, dis-nous. Alors, bon, très bien, je vais le dire. En fait, la blind box, c'est un concept très marrant, qui est que tu achètes une boîte qui contient une figurine, mais tu ne sais pas quelle est la figurine qu'il y a à l'intérieur. Alors, il y a un côté hasard, il y a un côté jeu, et c'est très addictif, parce que tu achètes en espérant avoir une figurine en particulier, et parfois tu es surpris et tu as envie d'acheter tout de suite tout un tas d'autres figurines. Et ça me fait beaucoup penser à ce concept, tu sais, des jeux de cartes à collectionner quand on était petit, où tu achètes cartes Magic, Yu-Gi-Oh, Pokémon, et t'as envie d'avoir la bonne carte. Ouais, on voit qu'il y a plein d'entreprises en fait qui reprennent ce concept. Donc tu t'as cité les jeux de cartes, mais on a aussi ça dans les jeux vidéo avec Hearthstone, Hearthstone, les loot box où tu vas payer avec une monnaie digitale que tu auras acheté avec une monnaie fiduciaire pour obtenir, je sais pas, pour avoir des skins. Un skin, t'as des skins avec des degrés de rareté, là c'est pareil en fait. Tu sais quels sont les Labubu ou les jouets PopMart que tu peux avoir dans la boîte, mais tu ne sais pas lequel tu auras, et il y a différents types de rareté. Et donc là, ce que tu me dis, c'est que Labubu est très rare.
Alors non, tu peux acheter des Labobo, mais tu en as certains qui sont plus rares que d'autres. En fait, c'est des collections de jeux, de jouets. Tu vas avoir un jouet où ça sera une sorte de figurine de petite fille, et ça c'est une collection, et tu auras plusieurs petites filles. Et à côté, tu as la collection des Labobo avec plusieurs Labobo, et ainsi de suite. Attends, mais c'est marrant parce que ça me fait penser, je sais pas si tu te souviens de cet épisode de South Park sur les Shin Pokémon où les mecs se battent pour avoir la plus grande collection de Shin Pokémon différents. Et là, c'est une entreprise japonaise qui vend tout un tas de figurines à la con aux Américains. Hé, tu aimes les Team Pokémon? Oui. Maintenant, tu peux avoir le tien. Faut que j'achète un Team Pokémon. Faut que j'en achète un. Faut que j'en achète un. Tu peux tous les avoir. Phoenix, Don Pietro, Pingouin, Chaussures, Lamptor. Collectionne-les tous. Tu pourras devenir un grand maître Team Poco Extramon. Grand maître Team Poco Extramon? Putain de merde! Tous les Team Pokémon sont déjà en magasin. Team Pokémon, c'est super. C'est bien le jouet numéro 1. Achetons tous des Team Pokémon. Ouais, il faudrait que je le regarde. C'est toujours marrant de voir à quel point South Park arrive à imiter, enfin à quel point la réalité imite South Park. Mais si on en revient à Pop Mart, en fait, c'est vraiment les Labubu qui ont propulsé le truc. Déjà, ça a été créé l'année dernière. Enfin, cette collection a été lancée l'année dernière. Avant, ils faisaient d'autres jouets. Et en fait, ça représente 23% de leurs ventes par rapport aux autres produits. Donc, quand tu regardes les autres collections, ils ont un document qui est très détaillé sur leur site. C'est les résultats financiers annuels où il y a toute l'explication de la stratégie de la boîte et quelques chiffres. Et en fait, tu vois que les Labubu, ça représente 23%, et qu'ensuite les autres collections, bah, ça tombe à 10 et en dessous de 10. Un Labubu en tant que tel, ça se vend entre 20, 30, 40, parfois même plus, ça peut monter jusqu'à 80 euros en fonction du type de Labubu. Alors qu'à mon avis, enfin pour produire un jouet comme ça doit coûter, je sais pas, ouais, quelques centimes. Et sinon, en termes de stratégie globale, l'entreprise, en fait, elle a 4 piliers principaux. Donc, d'abord, le fait d'avoir un fort portefeuille de propriété intellectuelle, en faisant appel à des artistes, principalement. Donc, je pense, d'un point de vue contractuel, ils ont sécurisé des partenariats et la monétisation de cette propriété intellectuelle. Ensuite, tu as tout le réseau de distribution et de production de leurs jouets qui, à l'époque, était réalisé en Chine, mais qui depuis est en train de basculer vers le Vietnam. Ah, c'est moins cher. Alors, je suis pas sûr que ça soit moins cher, mais c'est principalement à cause des tarifs de Trump. Alors, le Vietnam a des exemptions que n'a pas la Chine. Mais après, de toute façon, quand tu regardes qui est la cible de cette marque, c'est des gens qui ont entre 18 et 30 ans. Et donc c'est des gens en soi qui, bon, allez, peut-être qu'entre 18 et 23 ans, t'as pas tant d'argent que ça, mais qui ont quand même plus d'argent que des enfants. Et en fait, je pense que tu peux augmenter les prix assez facilement avec des gens comme ça. Alors ça, c'est eux-mêmes qui le disent. Hein. Ils disent explicitement que leur cible, c'est pas les enfants, mais la Gen Z qui a atteint l'âge adulte et qui a une culture beaucoup plus pop. Et d'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure, mais il y a un phénomène social autour du succès de Pop Mart. Mais au-delà de la distribution et de la création des jouets, ils ont une dimension très forte marketing sur leur image en optimisant la façon dont ils diffusent leur publicité et comment ils entretiennent cette image de marque. Par exemple, eux citent le fait qu'ils sont sur tous les canaux de communication et qu'ils ont mis en place des abonnements et des membership programs. Et après, tu as l'animation de ce réseau de fans, donc le réseau de clients fidèles, qui constitue le dernier pilier du succès de cette entreprise. Alors, en revanche, ce que je trouvais intéressant, c'est que quand tu regardes la répartition des ventes par secteur géographique, et c'est quand même l'Asie qui constitue le premier marché, parce que ils ont l'Asie du Sud, l'Asie du Sud-Est, c'est 47%, et l'Asie de l'Est, ça sera 27% des ventes. Alors que l'Amérique du Nord, ça sera 14%, et l'Europe, Australie et les autres pays, c'est uniquement 10%.
Oui, donc en fait, il y a encore un potentiel de croissance là-bas. Il y a encore un gros potentiel de croissance sur des marchés vraiment titanesques comme les États-Unis et l'Europe. Et on peut aussi se dire que les tarifs de Trump, certes, vont leur faire du mal, mais dans une moindre mesure quand même. Ouais, ben moi je pense que c'est typiquement le genre de hype sur lesquels tu peux augmenter les prix sans trop de risques parce que tant que tu changes pas, tant que tu fais pas un x2, ça va. Et en plus de ça, ce qui fait acheter les gens, c'est la hype et la validation sociale. Un peu comme le luxe, sauf que là c'est du luxe pour moins cher. Mais du coup, est-ce que ils ont subi de la contrefaçon, des trucs comme ça? Ah mais non mais ça c'est le problème de toutes les entreprises dont le moat est en lien avec la propriété intellectuelle, c'est qu'ils se font dévorer dévorer. Ils souffrent des problèmes de contrefaçon, qui à mon avis doivent justifier de leur côté des dépenses en protection de cette pays par le biais de procès, de coopération avec les autorités des pays dans lesquels ils exercent, dans lesquels ils vendent leurs produits. Et tu as aussi des nouveaux systèmes de individualisation des jouets. Je crois que chaque jouet qui est vendu a désormais un QR code qui permet d'authentifier le fait qu'il ne soit pas contrefait. D'accord. Du coup, si on regarde d'autres entreprises historiques du secteur du jouet, tu as deux géants américains que sont Hasbro et Mattel, qui, quand tu les additionnes, n'arrivent même pas à atteindre la capitalisation de Pop Mart, qui est aujourd'hui estimée à environ 346 milliards de dollars. 2 fois plus que les deux autres réunis. Ce que je trouvais hallucinant. Peut-être aussi par rapport au fait que, comme tu le disais tout à l'heure, eux ont un segment qui est différent, avec le fait de viser cette Gen Z, là où Hasbro et Mattel visent plus des enfants en bas âge, et donc doivent faire, à mon avis, moins de ventes. Du coup, si on se plonge dans les chiffres, parlons chiffres. Quelle est l'évolution des ventes, du chiffre d'affaires et des résultats nets de nos amis de Pop Mart? C'est délirant. Ah, ça fait tourner la tête, hein. En 2024, ils ont doublé leur chiffre d'affaires en atteignant les 13 milliards. Et ils ont triplé leur résultat net en atteignant les 3 milliards contre 1 milliard l'année d'avant. Et si vous regardez le cours de l'action, c'est pareil, hein, c'est fou. En un an, c'est-à-dire depuis juillet 2024 à juillet 2025, ils ont fait 600% sur le prix de l'action, qui était à 3 dollars en janvier 2024 et qui aujourd'hui est à 33 dollars. Donc vraiment une hausse exponentielle sur tous les vecteurs. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu regardes, on voit vraiment que les Labubu a été un tournant. Et ce système de blind box aussi, parce que la vente classique de jouets d'une année à l'autre, c'est environ 23% de hausse sur les ventes, ce qui est déjà énorme. Mais avec la dimension blind box, on passe à 130%. Alors par contre, quand on regarde d'autres indicateurs, on a tendance, nous, quand on fait nos émissions, à parler du PER. Il est quand même un peu élevé ici, on est à 100. On frise le 100, on est à 98. Ouais, et alors on est quasiment à 100, et surtout quand tu regardes l'estimation par rapport aux bénéfices qu'ils pourraient faire l'année prochaine, on est à 460. Donc je sais pas pourquoi c'est aussi bas. Ça m'étonnerait pas que le revenu soit plus bas l'année qui vient, mais là ça implique que le revenu serait divisé par 4, donc je sais pas trop pourquoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu regardes juste le revenu et peut-être pas la marge qui est beaucoup plus fluctuante, le revenu entre 2021 et fin de 2024, donc il a fait x3. Et ça, c'est vraiment énorme, et ça s'est retranscrit, comme tu disais, dans le bénéfice qui a totalement explosé. Et c'est assez encourageant parce que jusqu'à présent, ils avaient un capex qui était quand même assez élevé par rapport à ce qu'ils gagnaient, et en fait les revenus énormes qu'ils ont eu, ça leur a permis d'avoir un gros apport de liquidité. Quand tu regardes la boîte, maintenant elle croule sous le cash, elle a la dette qui est totalement couverte,
enfin, elle peut se permettre de faire un peu ce qu'elle veut pendant des années avec l'argent qu'elle a, avec son petit trésor de guerre. Elle peut ouvrir des usines à droite à gauche, faire fructifier la marque, etc. Donc ouais, je pense que y a pas à s'inquiéter sur la santé financière de la boîte. Donc on vous a cité toutes les bonnes nouvelles, mais avant peut-être d'enclencher la discussion de fin sur savoir est-ce qu'on investirait dans ça ou pas, il y a des phénomènes sociaux et culturels intéressants qu'ont mis en exergue le, le, le succès de Pop Mart. Donc tout à l'heure tu mentionnais le luxe et il y a un phénomène social qui s'appelle le lipstick effect. Alors est-ce que tu savais ce qu'était que le lipstick effect? Ah non, pas du tout. J'ai jamais entendu ce mot. Alors en fait c'est en période de crise économique, lorsque les gens ont moins d'argent, ils ressentent tout de même le besoin social de d'acquérir des signes extérieurs de richesse, mais n'en ont pas les moyens, et se rabattent sur en fait des produits qui sont perçus comme luxueux mais qui ne le sont pas forcément. Et dans les années 30, après les crises financières qu'on a pu connaître aux États-Unis et en Europe, les gens se rabattaient enfin les femmes surtout se rabattaient sur le rouge à lèvres, qui était perçu comme justement un bien de luxe, mais qui l'était pas forcément. Et du coup, j'ai vu quelques documents relatifs au Labubu et beaucoup de commentateurs disaient que ça serait un peu le même effet où en fait on acquiert un Labubu un peu comme effet de mode et effet de luxe, alors que ça n'en est pas vraiment. Les prix, voilà, à partir de 20 euros, vous pouvez en avoir un. Mais c'est vraiment marrant parce que moi tout à l'heure j'ai eu envie de faire la blague et je me suis retenu de dire ah mais en fait c'est pour ça qu'ils achètent plus du Louis Vuitton et du Gucci, c'est parce qu'ils achètent du Labubu. Et ce que tu me dis c'est que c'est peut-être en fait le cas. Et en fait, ouais, ils couplent les deux si tu veux, parce que on voit beaucoup sur les réseaux sociaux des femmes qui attachent leur Labubu à leur sac à main et qui en font un accessoire à part entière, qui se marie avec l'image du luxe. Oh là là. Et ensuite de ça, il y a d'autres phénomènes comme la emotional economy, qui est un concept qui consiste à dire qu'en fait que les jeunes consommateurs, depuis la crise du Covid, sont en manque d'affection ou ne trouvent pas le moyen d'exprimer cette affection, aussi par le fait qu'ils ne font plus d'enfants. Et donc il y a un biais psychologique qui conduit à extérioriser cette affection sur des objets inanimés ou sur des animaux de compagnie. Et donc le côté mignon et enfantin de la chose comblerait cette emotional economy. Donc voilà, moi je trouvais ça vraiment intéressant et passionnant. Et je pense qu'on peut maintenant se poser la question, mais est-ce que ça va continuer? Est-ce que toi tu investirais dans Pop Mart? Pour moi, il y a plusieurs niveaux de questions. Il y a un niveau qui est-ce que la boîte présente des qualités? Moi, je vois en tout cas qu'il y a une qualité financière et qu'ils savent faire de la croissance et qu'ils savent créer de la désirabilité. Mais bon, le problème, c'est que voilà, c'est une hype. Donc, je sais pas comment on peut évoluer cette hype et je sais pas si ça peut retomber aussi vite que c'est monté. Donc, je dirais santé financière qui est bonne, mais après la qualité des ventes, ça j'en sais rien. Ça j'en sais rien parce que les modes ça passe vite. Et après, il y a la question de la valorisation. La boîte, elle aura beau être très bien, si elle est super chère, moi j'ai pas envie d'y toucher. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est que la boîte, elle est quand même très très chère. Enfin, en termes de PER, comme on disait tout à l'heure, la boîte, elle s'échange à 100 fois ses bénéfices passés et donc 460 fois ses bénéfices futurs estimés. Donc on peut choisir la métrique qui nous arrange le plus, on peut réutiliser le free cash flow yield ou autre chose, mais le fait est que pour moi cette boîte est trop chère et que je suis pas prêt à payer une boîte aussi chère, surtout si je me dis que la croissance aussi violente qu'ils ont eue, c'est qu'un phénomène de hype. Tu vois, autant tu vois, Nvidia, je trouvais que c'était trop cher, mais Nvidia, je voyais le monopole et je voyais que personne pouvait les dégager dans ce qu'ils faisaient. Autant là pour moi, tu sais, demain tu peux avoir une autre marque qui se décide à vendre des hippopotames en peluche et peut-être que ils vont les dépasser. Ouais, je te rejoins tout à fait. J'aurais dit exactement la même chose. Déjà, elle est trop chère. Pareil, je voulais prendre l'exemple d'Nvidia. D'un côté, Nvidia était cher, mais
c'est Nvidia, quoi. Genre, ils vendent pas la même chose, donc c'est plus difficile d'imiter leur business. Ici, j'ai envie de dire, ça ne va pas tarder à ce que d'autres entreprises déjà présentes sur le marché sentent le filon et reprennent le concept. Vient également le domaine réglementaire. Bon, déjà, on a parlé des tarifs qui ne sont pas sans impact et qui sont encore assez incertains. On ne sait pas trop si finalement ils vont tomber ou pas. Et ensuite, tu as déjà des éléments qui ont été mis en place en Asie avec des menaces d'interdiction du concept des blind box, Et pourquoi? notamment à Hong Kong, pour protéger l'enfance contre les addictions. Parce qu'il y a toute cette dimension un peu casino, tu vois. Enfin, tu rends addict les gens à l'achat d'un Labubu, tu les pousses à consommer. Et le législateur chinois a menacé justement d'interdire ça, et ça a eu il y avait eu un dip de l'action pendant une semaine à cause de cette annonce. Bien sûr, le fait que c'est une mode, rien ne garantit du fait qu'ils arrivent à maintenir l'attrait pour ce jouet en particulier, et qu'ils sont en capacité de le recréer avec d'autres collections. En revanche, argument en faveur, ouais, ils ont beaucoup de cash, ils se sont implantés comme l'acteur de référence. Ils pourraient aussi capitaliser sur ça et développer d'autres produits. On peut penser au fait de décliner la propriété intellectuelle en des productions audiovisuelles, j'en sais rien, genre faire des films, des séries, des parcs d'attractions, des vêtements. Ouais, se faire racheter des droits par Netflix ou que sais-je. Sachant que eux, je crois que ils ont eux-mêmes des droits sur des jouets de licences connues, je sais pas, Harry Potter, des trucs comme ça. Ouais, en fait, ça c'est un segment qu'ils ont, c'est la licence sur l'API de d'autres entreprises. Bah, on pourrait envisager le phénomène inverse où ils vendent des droits à Netflix et ils peuvent vendre d'autant plus de jouets que ce qui a été montré par Netflix. Souvent, les plus gros bénéfices réalisés par un phénomène culturel, c'est les jouets. Hein. Genre, je crois Star Wars, le côté le plus rentable de Star Wars, ça a toujours été les figurines. Ouais, bah, les figurines, les Lego, les machins. Ouais, c'est fou l'argent que les gens peuvent mettre dedans. Surtout que maintenant que les fans de Star Wars sont tous des adultes de 40 à 50 ans qui ont plein d'argent. Lego, par exemple, a pu faire x3 ou x4 sur ses prix. Alors, toujours pour mettre un peu de l'eau dans notre vin, je dirais que, voilà, moi j'ai parlé de la valorisation et des prévisions de bénéfices très fortement en baisse, mais ce qu'il faut regarder, c'est peut-être plutôt les prévisions sur le chiffre d'affaires. Et à mon avis, le chiffre d'affaires, il baisserait quand même moins que ça. Donc, regardez ça, et à côté de ça, le consensus des analystes est quand même clairement à l'achat. Là où je regarde, il y a en tout 28 analystes qui suivent le dossier. Sur les 28, on en a 25 qui recommandent d'acheter. Donc voilà, faites vos propres recherches, regardez le dossier. Nous, on est peut-être un peu trop négatif sur le dossier, mais il y a beaucoup de gens qui semblent être beaucoup plus positifs. Sur ces sages paroles, je pense que on peut acheter notre boîte Labubu en espérant avoir le Labubu Maurice ou le Labubu Robert. D'ailleurs, anecdote, moi j'étais tellement curieux que je suis allé sur place, tel Darmanin après un attentat. Et tu as condamné fermement. Et j'ai condamné fermement. J'ai fait la queue déjà pour rentrer dans la boutique. Et dans la boutique, tu avais une rupture de stock. Donc je n'ai même pas pu voir à quoi ça ressemblait. Ah ben ça sera peut-être pour une prochaine fois quand le jouet sera devenu has-been. Parce que si le passé des jouets était bien, Mais l'avenir, il est pas forcément mieux. pas forcément mieux. Allez, sur ce, les amis, on vous invite déjà à vous abonner si c'est pas déjà fait, à partager l'épisode avec vos proches, ne pas hésiter à nous envoyer un message ou un chèque, hein. On aime les deux. Et aussi rejoignez le canal Telegram, c'est là qu'on peut discuter un peu plus librement et qu'on vous donne les informations avec un peu plus d'avance. Et sinon, bien sûr, hein, suivez-nous sur Twitter, Maurice du Jambon et Robert le Tigre. Voilà, est-ce que j'oublie quelque chose, mon cher Maurice? Ah oui, le lien de parrainage de Giro dans la description. Ça vous permettra d'avoir des frais de courtage remboursés jusqu'à hauteur de 100 € pendant un mois, et nous, ça nous permettra de toucher 50 balles. De gratter un billet. Voilà.
Et bah sur ce, la bisou. La bisou. La bibise. La bibise.